Bon, vous êtes revenus à votre place. Je suis vraiment ravie de vous présenter Francesco Lamantia, qui est professeur associé de philosophie du langage à l'Université de Palerme. Il est spécialiste des théories de l'énonciation et de sémantique. Plus récemment, il a travaillé beaucoup sur l'énonciation. Plus récemment, il a travaillé sur la psychanalyse lacanienne. Ses principali pubblicazioni comprennent Che senso ha polisemia e attività di linguaggio, qu'on n'a pas ici. Mais on a les deux autres. Pour se faire langage, lexique élémentaire de la théorie des opérations prédicative et énonciative d'Antoine Cuglioli, que je ferai circuler. Et un autre livre en italien, Seconda persona, énonciation psychanalyse. Deuxième personne, énonciation et psychanalyse. Je fais circuler également. Avec moi, Francesco a co-dirigé le numéro de la revue Méthodo International Studies in Phenomenology and Philosophy sur les diagrammatic gestures. Donc, il est vraiment un spécialiste, notre invité, dont on a déjà discuté tout au long de cette année. Évidemment, on a parlé de ces numéros de Méthodo à plusieurs reprises. Et ce numéro recueille des textes très importants sur les diagrammes de vrais spécialistes tels que Fernando Zalamea, Alunni, Batt, Leclerc, Queiroz et beaucoup d'autres. Avec Charles Alunni et Fernando Zalamea, il est l'éditeur du volume Diagrams and Gestures, Mathematics, Philosophy and Linguistics, apparaître dans quelques mois dans la prestigieuse collection dirigée par Alessandro Sarti, Lecture Notes in Morphogenesis. Je te passe la parole, Francesco, merci beaucoup. Bien, bon après-midi tout d'abord, et un grand merci aux organisateurs pour cette invitation, dont je me réjouis vivement. Aujourd'hui, je commencerai par le titre de mon exposé, c'est-à-dire par la locution de vicissitude de Lacan, en laissant pour le moment de côté le sous-titre, à savoir Cuglioli et Tom, sur lequel, en tout cas, je reviendrai par la suite. Le titre, donc, est en particulier le mot de calme, qui n'a rien à voir avec la calme au sens toxicologique du terme. Je ne le savais pas, hein, je vous donne, mais qui est la forme abrégée de structure en calme et qui renvoie tout d'abord à ce que je ne saurais autrement appeler qu'une image, mais au sens lâche du terme. Et c'est là, tout en pouvant dire aussi que le renvoi à un graphe ou un diagramme, la notion de graphe et de diagramme étant effectivement impliquée, fût-elle à titre divers, dans toute une série de discours portant sur l'expression de structure en calme et se dessinant notamment au sein d'un programme de recherche connu sous le nom de théorie des opérations énonciatives d'Antoine Cuglioli, d'une première référence au sous-titre. Eh bien, tout en pouvant dire tout cela, et avec, je l'espère, de bonnes raisons, je préfère tout d'abord dire que le renvoi est à une image, car en toute première approximation, ce que l'on appelle structure en calme, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui apparaît ou qui est en mesure d'apparaître sur une feuille de papier, sur un tableau, ou pourquoi pas sur un écran digital, et je vous la montre tout de suite, excusez-moi, voilà, et qui, ce faisant, s'adresse à l'œil. Donc, une image au sens lâche, je le répète, mais tout à fait fondamentale du terme. Et cette image, pour le dire avec le mot de Perag et Brandt, a le plus souvent la forme d'un anneau non fermé. Je vous la montre, c'est un anneau non fermé, ou un lacet non fermé. Et comme vous pouvez le voir, les extrémités de cette structure curviligne, loin de coïncider, ce qui serait le cas d'un anneau ou d'un lacet proprement dit, sont, si l'on veut, décrochées
les unes par rapport aux autres, en constituant en ce sens un anneau non fermé, en anglais un non-closed ring. C'est exactement l'expression de Bergbrand. Eh bien, l'allocution vicissitude de la CAM se réfère aux manières par lesquelles cet anneau a commencé à circuler au sein de programmes de recherche différents, parmi lesquels la théorie des opérations énonciatives déjà mentionnée et la théorie de catastrophe de René Thom. D'où par conséquent le sous-titre de cet exposé, Cuglioli et Thom précisément, Cuglioli et Thom qui ont travaillé chacun à sa manière sur cet anneau. Et c'est de ces manières que j'essayerai de parler. Mais avant que j'en dise quelque chose, il faut tout d'abord, je crois, se demander pourquoi cet anneau que je viens de montrer est appelé structure en CAM. Pourquoi? Et la réponse est que cet anneau est appelé structure en CAM car son contour extérieur mime, si je le puis dire, le travail d'un dispositif en CAM. Et le mime en ce sens que si l'on parcourt ce contour d'une certaine manière, l'on remonte à la conversion d'un type de mouvement, disons un mouvement rotatoire, dans un autre type de mouvement, disons un mouvement translatoire. Cette conversion étant le travail propre à un dispositif en CAM et étant mimée, cette conversion, par la structure en CAM, en ce sens que, en procédant, voilà le parcours de l'extrémité inférieure de la CAM envers son extrémité supérieure, retombant à nouveau sur l'extrémité inférieure pour avancer, l'on transite d'un type de mouvement curviligne qui est de l'ordre du rotatoire, à un type de mouvement rectiligne qui est de l'ordre du translatoire. Cette transition mimant donc la conversion en cause qui est montrée à son tour par un chemin en pointillé, je vous le montre tout de suite, voilà le chemin en pointillé, en projection orthogonale, ou en gras, et en chemin en pointillé ou en continu, qui se projette d'une extrémité à l'autre, et qui montre comment cette conversion va recommencer en principe périodiquement. D'où en gros, comment dirais-je, l'habitude terminologique d'appeler structure en CAM l'anneau que je viens de montrer, tout en rappelant pour complétude que ce que l'on appelle dispositif en CAM est un système mécanique composé par des pièces, c'est-à-dire, première pièce, un disque tournant de forme ovoïdale, ou CAM proprement dite, et par deuxième pièce, une tige poussoire située au-dessus du disque. Je vous la montre tout de suite. Voilà. Voilà le dispositif en CAM. Et le système CAM-tige poussoire achevant la conversion en cause, car à chaque fois que le disque tourne, selon un mouvement rotatoire, la tige située au-dessus du disque effectue un mouvement de va-et-vient rectiligne. Mouvement qui semble échapper à la réalité graphique de la structure en CAM, mais je reviendrai sur ce point. Et en tout cas, d'une manière telle que ce processus, cette conversion est, comme je l'ai dit déjà, en mesure de recommencer périodiquement. Cela dit, je reviens sur la structure en CAM et j'y reviens pour rappeler, comme je l'ai dit déjà, que cet anneau a circulé soit au sein de la théorie des opérations énonciatives, soit au sein de la théorie de catastrophe. Et ce faisant, en jouant de plus en plus des rôles figuratifs différents, c'est-à-dire de fonctions graphiques en vertu duquel elle a pu visualiser, ou pour le dire avec le mot de Philippe Descola, rendre visible quelque chose sur laquelle on essaie de réfléchir. Cette visualisation étant en ce sens un support à la réflexion autour de ce quelque chose, qui n'est pas donné à l'avance, qui n'est pas évident. Et ce quelque chose étant, d'un côté, un aspect de l'activité humaine de langage, du côté de la théorie des opérations énonciatives de Cuglioli, et de l'autre, un aspect de la vie animale du côté de la théorie des catastrophes. Ces deux aspects étant précisément ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et c'est, bien évidemment, en relation au type de CAM qu'il mobilise.
Je vais vous la montrer. Alors, donc, la cam, mais en particulier, je dirais de commencer par la cam de Culluli. Donc, je vous la montre. Là, voilà. Je vais voir juste un petit peu. Qui n'est pas, excusez-moi, qui n'est pas, comment dirais-je, la seule cam que Culluli a proposée tout le long de sa carrière, mais qui est l'unique dont aujourd'hui je discuterai pendant l'exposé. Et en vous la montrant, cette cam, vous êtes en mesure de voir comment cet anneau, loin d'apparaître tout seul, est muni plutôt d'une série de notations ou matérialité symbolique au sens de Charles Luni, qui font partie intégrante du rôle figuratif de la cam, qui en font partie en ce sens que contribuent à visualiser ce que la cam visualise, et qui, précisément pour cette raison, se situent chacune sur des points spécifiques, c'est-à-dire d'une manière telle que l'on peut lire F pointé sur l'extrémité inférieure de la cam, neg pointé sur les points le plus bas de la même cam, ces points suivants, celui où on lit F pointé, et finalement l'exis sur l'extrémité supérieure de cet anneau. Si bien que, ne vous disant encore rien sur ce que F pointé, l'exis veulent dire, je vous propose juste un moment de transiter de la cam de Culluli à la cam de Thom, et en particulier à la cam de Thom dans la version, si l'on veut, la plus décharnée, c'est-à-dire sans notation, je vous la montre tout de suite, voilà. Et sans notation, sauf la lettre O, qui renvoie au soi-disant centre de rotation de la cam, là voilà. Et en tout cas, pour nous montrer, pour le moment, qu'une seule chose, c'est-à-dire que la cam de Thom, vous voyez, a presque la même forme de la cam de Culluli, sauf que celle de Culluli est de l'ordre du discret. Je vous la montre encore une fois. C'est-à-dire de l'ordre du discret. C'est un graphe au sens de la théorie de graphe. Alors que la cam de Thom est de l'ordre du continu et en outre recadrée le plus souvent au sein d'une surface topologique connue sous les normes de France. Je vous montre la France. Alors, voilà. La surface topologique au sein de laquelle la cam de Thom est recadrée. Et ce qui fait que alors la cam de Thom se différencie de la cam de Culluli, non pas seulement parce que cette dernière est, comme je disais déjà, est de l'ordre du discret. Quand je dis de l'ordre du discret, je me réfère au fait que la cam de Culluli, je vous la montre encore, excusez-moi pour ce va-et-vient continu, mais c'est le va-et-vient de la tige poussoir. Et comme vous voyez, il y a toute une série d'éléments qui sont propres d'un graphe au sens de la théorie de graphe, c'est-à-dire des éléments qui sont semblables à deux billes, mais que l'on appelle le plus souvent deux nœuds, et deux arcs. Arcs et nœuds étant les éléments qui composent un graphe au sens de la théorie de graphe, et c'est de l'ordre du discret, car les éléments que l'on appelle nœuds sont en avant séparés les uns des autres et mis en relation après avec les arcs. Dans le cas de la cam de Culluli, de Thom, vous n'avez pas de points bien individualisés. C'est une ligne continue qui se déforme au sens de la cam. Je disais recadré au sein d'une surface qui est connue sous le nom de France et qui constitue, si vous voulez, le support topologique de la cam au sens de Thom et qui fait que, et l'on peut le voir tout de suite, comment la cam de Thom s'est, si je peux le dire, inversée par rapport à la cam de Culluli. Et inversée au sens que, le plan qui est au-dessus chez la cam de Culluli devient le plan au-dessus chez la cam de Thom et vice-versa. Donc inversé, ou si vous voulez, l'image en miroir, l'envers en miroir de la cam de Culluli. Mais en tout cas, il suffit de piloter la cam de Thom pour voir en tout cas deux affinités significatives. Je vous montre des images avec la cam de Thom pivotée. OK. Et cela dit,
je reviens sur la cam de Culioli et j'y reviens pour préciser que l'aspect de l'activité du monde du langage est visualisé. Ce que l'on peut faire en précisant d'abord ces notations symboliques, à savoir en disant que H pointé est la forme abrégée d'affirmation, ou plus précisément d'assertion affirmative. Là où neg pointé est la forme abrégée de négation ou assertion négative, et lexis, qui est un terme clé de la théorie des opérations énonciatives de Culioli, et qui renvoie en toute première approximation à ce que je saurais autrement appeler que les potentialités du disciple. Il y a beaucoup de manières de présenter la lexis au sens de Culioli. Culioli dit que la lexis, c'est un générateur de relations prédicatives, mais aussi que la lexis, c'est en fonction d'énoncés. Mais au sens général, et si vous voulez, au sens large, la lexis renvoie aux potentialités du disciple, ou les disciples tout court, c'est-à-dire à tout ce que peut, pourra ou pourrait être dit. Une forme que génère deux formes. Ce sont les mots de Culioli. Si bien que l'on pourrait observer alors que l'aspect de l'activité au monde du langage visualisé par Lacan est une forme de relation, et que cette forme de relation concerne le rapport entre la lexis, qui est de l'ordre du disciple et dans le sens plus technique du préasserté, et l'assertion affirmative et négative, qui est de l'ordre du dit et du prise en charge, d'une assertion n'étant pas seulement le produit d'un dire, ou bien un énoncé que l'on prononce, mais surtout et plus proprement le produit d'un dire, qu'il soit affirmatif ou négatif, sur la vérité duquel l'on s'engage, l'on s'emporte garant au fur et à mesure que l'on dise. Par exemple, nous pouvons considérer la lexis comme une cellule germinale de relations prédicatives en ayant par deux termes qui sont « mon père mourir », ça c'est la cellule germinale, au sens de générateur de relations prédicatives, et puis toute une série d'énoncés. Mon père est mort, non, mon père n'est pas mort, que mon père meure, que ne meurt pas, etc., etc. Et là, vous avez, par exemple, une situation de prise en charge. Si je dis « mon père est mort », et quelqu'un qui m'écoute pourrait me démentir. Non, ton père n'est pas mort. Et alors, je peux me porter garant sur la vérité et la véridicité de ce que je dis au fur et à mesure que je l'ai dit, et je m'engage sur la vérité de ce que je dis. Ça veut dire prise en charge, ça veut dire se porter garant au fur et à mesure que je dis ce que je suis en train de dire. Voilà. Je vais boire, excusez-moi. Tu le mérites bien. Il y en a un autre. Hein? Oui, 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 merci. Donc, s'engager par rapport à autrui, le coasserteur, mais aussi contre autrui, c'est-à-dire l'asserteur qui est en mesure de nous démentir au fur et à mesure que nous disons quelque chose. Voilà en gros ce que la cam de Culioli visualise avec la spécification qui me semble essentielle avant de revenir à la cam de Tom, que cette visualisation s'appuie sur les ressources graphiques d'un chemin orienté, c'est-à-dire sur les propriétés de codage d'une séquence alternée de nœuds et d'arcs qui a une direction et un aire privilégié, et donc une flèche, et qui, ayant comme point de départ F pointé et point d'arrivée lexis se projetant encore sur F pointé et puis procédant sur nec, montre les relations que j'ai montrées et les montre tout d'abord, si je le puis dire, du point de vue de l'analyste. C'est-à-dire du point de vue, je ne sais pas si je le peux dire en français, d'un observateur théoriquement préparé. Est-ce que je peux dire comme ça? Oui. Qui examine le produit de l'activité assertive, qui sont en cas particulier de l'ordre du dit et du prise en charge, pour remonter, af, ned, lexis, donc pour remonter
au matériau préparatoire de l'assertion. Ce matériau étant de l'ordre du disciple et étant assimilable en toute première approximation à des termes qui ne sont pas donnés, mais qui sont construits, c'est-à-dire catégorisés à partir d'un niveau d'organisation du sens que Culluli appelle le notionnel, qui est de l'ordre du précatégoriel, qui précède le partition ordinaire entre noms, verbes, adjectifs, etc. Donc, c'est de l'ordre du flottant, si l'on veut, mais qui l'on va construire, ces termes étant pris en bloc, par exemple, je disais « mon père mourir », et de générer deux énonçables, deux relations prédicatives. Mon père est mort, mon père n'est pas mort, etc., etc. Alors que le chemin projectif qui va de l'exis à F.T et visualise le même rapport, mais si je puis dire, du point de vue de prise de parole du locuteur en tant qu'énonciataire, en tant qu'en mesure de se porter garant. Engagé dans l'activité assertive, cette prise de parole étant visualisée proprement comme une transition du plan du disciple, par exemple le bloc « Mon père mourir », comme étant générateur d'énoncés possibles, au plan du dit, ou mis au plan de ce cas particulier du dit qui est l'asserté. Tout cela, je l'ajoute, c'est justifié en gros par un ordre hypothétique de raison. Et j'ai dit hypothétique dans la mesure où Culluli n'a jamais été explicite sur le point, au moins à ma connaissance, et je ne sais pas si Dominique est du même avis, mais en tout cas, comment dirais-je, en laissant entrevoir cette possibilité explicative. Donc, cette raison hypothétique, la raison étant que cette visualisation se justifie en vertu du fait qu'elle est cohérente avec le geste traceur de Lacan. Vous devez imaginer le geste traceur de Lacan qui mime le mouvement, la conversion de mouvement du dispositif en cam, et que ce faisant, et cette cohérence est fonctionnelle avec une idée précise de l'étude de l'assertion, c'est-à-dire l'idée que cette étude vise prioritairement à traiter les assertions bien évidemment au sens du produit de l'activité assertive, comme étant de configuration de marqueurs ou traces à partir desquelles on essaie de remonter à des virtualités, ou si l'on veut à des procédures de construction, ces virtualités étant, encore une fois, de l'ordre du disciple. Donc, si l'on veut, un parcours qui, étant un parcours orienté, remonte de l'ordre du dit au disciple, et puis du disciple au dit. Et cette remonte étant parfaitement mimée par le chemin orienté de Lacan, ou du moins par la partie curviligne de ce chemin, la partie rectiligne étant par contre, en gré de mimer, la genèse de l'assertion. Cette genèse étant un cas particulier de prise de parole. Mais je dis un cas particulier, parce que c'est toujours du prise en charge. Et là où encore, dernière remarque, en laissant de côté le problème de la genèse de l'assertion, cette reconstruction vise également à montrer comment les produits de l'activité assertive, et plus en général le produit de l'énonciation au sens large de processus de constitution de l'énoncé, tendent, une fois mis en circulation pour ainsi dire, montrent comment tendent à s'accumuler, à se condenser, et en ce sens, à alimenter à leur tour toute la sphère du disciple, le disciple étant de ce point de vue une reprise du déjà dit. Je ne sais pas si vous voyez le parcours qui procède de F.T, neg.T, lexis, que c'est un parcours très simplifié, bien évidemment, mais si l'on analyse ce parcours comme un processus d'accumulation, de condensation, de formes qui sont dites et qui, au fur et à mesure qu'elles sont dites, sont en mesure de se condenser et d'être reprises, d'être relancées, et d'alimenter en ce sens l'alexis en tant que générateur d'énoncés possibles, alors l'on pourrait examiner l'alexis comme, comment dirais-je, comme un lieu dual. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du disciple, mais c'est aussi de l'ordre du déjà dit. Et le disciple, c'est la reprise, au sens de altération, de la répétition, etc., du déjà dit. Voilà. Et là où, et hypothèse à part que j'ai simplifié en négligeant, par exemple,
de discuter l'ordre positionnel de la CAM et en particulier l'ordre en vertu duquel AF pointé précède le neg pointé. C'est un problème d'un point de vue interlinguistique, mais je reviendrai sur ce point. Et je reviens sur la CAM de temps, et j'y reviens en vous disant tout d'abord que l'aspect de la vie animale qu'elle visualise concerne le mécanisme biologique de la prédation, et plus proprement des interactions proie-prédateur, en ce sens de la poursuite de la proie par le prédateur. Tout cela en mobilisant toute une série de matérialités symboliques qui sont propres à la CAM, mais que Tom emploie d'abord dans un cadre autre que celui de la CAM, c'est-à-dire dans le cadre d'un cycle que Tom appelle lacet de prédation, qui se distingue de la CAM dans la mesure où ses propres extrémités coïncident du tout, sans décalage ou décrochement, c'est un lacet, bien évidemment, mais qui est quand même associé à la CAM. Toute chose que l'on peut essayer de comprendre si l'on considère d'abord que la structure cyclique du lacet, alors je vous montre le lacet bien évidemment, est l'idéal pour rendre compte de la prédation sous les volets de sa périodicité, à savoir sous le profil de tout ce qui fait que la prédation en tant que phénomène biologique est en mesure de recommencer ou de se répéter, c'est presque la même chose. La CAM étant aussi capable de faire ceci, comme on l'a vu, et c'est pour cela qu'elle est associée au lacet. Mais, excusez-moi, je vous montre le lacet, parce que c'est sur elle que je... Voilà, ça c'est l'image à gauche, c'est le lacet de prédation. L'image à droite, c'est le lacet de prédation par rapport à la CAM associée au lacet de prédation. Et je disais, le lacet pourrait prendre le mot de Tom, je cite Tom, en tant que cercle planaire, est beaucoup plus intuitif que la CAM, et plus intuitif en tant que plus familial. Ce qui fait qu'à moins de décrochement ou détachement, le lacet évoque et visualise leur régularité propre à un processus périodique. Et le visualise en ce sens que, étant donné un lacet, un parcours orienté sur ces lacets est idéalement en mesure de se répéter. Voilà alors le lacet, bien évidemment, et qui est centré, je l'ajoute, sur l'origine au centre organisateur d'une bifurcation. Cette bifurcation étant interprétable comme mimant le processus sous-jacent aux différenciations de rôle entre la proie et le prédateur, et qui est connu aussi sous le nom de cusp. Et en tout cas, d'une manière telle qu'il est en mesure de rendre visible la poursuite de la proie par le prédateur comme étant un processus périodique. Et c'est en ce sens qu'il met en forme cette poursuite par le biais d'un parcours orienté aux flèches. Vous voyez, il y a là la flèche, qui se répète, et qui se répète en s'articulant dans les points suivants, c'est-à-dire le point G, je ne sais pas si vous réussissez à voir toutes les lettres, le point G qui renvoie à l'instant, J, excusez-moi, c'est mon français italianisé. C'est l'épélinguistique. Alors, J, et qui renvoie à l'instant où le prédateur perçoit la proie. Lambda, qui représente vraisemblablement l'une des étapes intermédiaires de la poursuite. Kappa, qui codifie, qui codifie l'instant où le prédateur s'approprie la proie. Et S, qui renvoie à l'état du prédateur repu, à savoir à l'état du prédateur qui a englouti sa proie, qui s'endormit en rétablissant ses forces, qui rêve sans doute. Et de ce point de vue, le point S, c'est un double point. C'est le point du sommeil, mais aussi le point du rêve, mais qui en tout cas, ce faisant, est en mesure de se réveiller et de recommencer, c'est-à-dire de se retrouver à nouveau dans le même état codifié par J, je l'ai dit, qui en ce sens est à la fois le point d'arrivée et le point de départ du lacet, d'où un parcours périodique et d'où la nécessité d'associer au lacet une CAM. Cette nécessité c'est justifiant, car d'après Tom, la périodicité de la prédation, au sens de prédation
que l'on vient de skisser, et pour ainsi dire travaillée ou hantée par des altérations ou métamorphoses locales qui font que le prédateur qui se réveille après la phase du rêve ne se réveille pas en tant que pur et simple prédateur, mais comme étant un prédateur qui est devenu, voilà la métamorphose selon Tom, d'après Tom, sa propre proie. D'où l'émergence de la came à côté du lacet, ou bien le devenir came du lacet à partir du devenir proie du prédateur. Car, quoi qu'il en soit, et pourtant cela veut dire beaucoup de choses, ce devenir proie ne peut qu'être mis en forme par l'un des détachements typiques de la came, c'est-à-dire en décollant provisoirement les extrémités du lacet coïncidant en J et dédoublant, pour ainsi dire, J en J et géant. Je vous le montre ces dédoublements. Alors, voilà. On détache le lacet dans le point J, en dédoublant J et en géant. Et c'est-à-dire, je le répète, en décollant provisoirement les extrémités du lacet coïncidant en J et en dédoublant, pour ainsi dire, J en J et géant. La première lettre, à savoir J, demeurant exactement à sa place et conservant la même fonction de codage. La deuxième, J géant, se situant après R, retombant idéalement sur J et en codifiant le devenir proie du prédateur, au moins dans un double sens. C'est cela alors que l'on veut dire, à savoir un sens biochimique de ce devenir proie et un sens psychique. Un sens biochimique dans la mesure où J1 renvoie au prédateur qui se réveille en état de manque, qui est à nouveau affamé et qui, le proie étant absente ou difficile à capturer, ne peut que se nourrir, ne peut que se nourrir de ses propres protéines. Ça, c'est la première thèse de Tom. En devenir proie au sens biochimique de ce devenir proie. Et être en ce sens biochimique, sa propre proie. De l'autre, en sens psychique de ce même devenir proie, devenu par la lettre géant, dans la mesure où le tas de manque auquel le renvoie entraîne que le prédateur affamé est, pour ainsi dire, dominé, ça c'est la thèse de Tom, dominé par l'idée de la proie absente et dominé d'une manière qui s'identifie avec et donc au sens psychique, là où il faut le dire, ce devenir la proie absente présente chez Tom nombre de nuances différentes, à savoir des acceptions qui sont du moins de l'ordre de l'obsessif, obsessionnel, je peux dire en français, oui. Okay, de l'hallucinatoire et de l'empathique, au sens de Paolo Fabri, qui avait beaucoup réfléchi sur cet aspect. Obsessif, obsessionnel, hallucinatoire et empathique étant parmi les modalités de manifestation possibles de cette devenir proie, dans la mesure où, comme Tom le remarque, le prédateur affamé devient sa proie en ce sens que, premier sens, il ne pense qu'à des proies, donc sens obsessionnel, obsessif. Il ne voit partout que de proies, même là où il n'y a pas de proie, sens hallucinatoire. Et finalement, troisième sens empathique, il devient, je cite Tom, il devient sémantiquement sa proie. Et ce, en ce sens que, tout en étant ancré dans son espace-temps, qui est l'espace-temps d'un prédateur, bien évidemment, il est en mesure de se mettre à la place de la proie, de se disloquer donc empathiquement dans un espace autre que celui du prédateur, et par conséquent, de penser comme pense sa proie, ou encore d'agir et de se montrer comme sa proie, et est en mesure d'agir et se montrer, ce qui est le cas par exemple dans nombre de cas du mimétisme prédateur. Prédateur ou prédatoire? Prédateur. Prédateur, voilà. Tout en étant bien entendu capable de revenir en soi à chaque fois qu'il perçoit une proie de chair et d'eau.
Eh bien, je ne suis pas en mesure d'évaluer la validité éthologique de ces remarques. Je sais par exemple que certains éthologues ont critiqué le bien fondé de toutes, ou du moins d'une partie de ces remarques. Je sais aussi d'ailleurs qu'il y a des éthologues qui ont, sinon accueilli du tout, pris en considération ces thèses, surtout la thèse du, si vous voulez, du disloquement empathique du prédateur par rapport à sa proie, mais ce disloquement empathique, c'est au moins bidirectionnel, c'est-à-dire que la proie est en mesure aussi de se mettre à la place du prédateur. Donc, dans toute une série de relations bidirectionnelles et intriquées, d'un point de vue éthologique, mais en tout cas, au-delà de cette prise de position que je ne souhaite pas discuter, sinon pendant les débats, ce sont précisément ces trois nuances que l'on peut repérer chez Tom à propos du sens psychique de ce devenir, sens psychique, je le répète, qui forme avec le sens biochimique, un couple de sens bien évidemment, et qui peut être saisi dans une certaine mesure grâce au dédoublement de J en J et géant, et qui est une conséquence du décrochage de la came. Décrochage, bien évidemment, qui joue également un rôle fondamental chez la came de Culluli. Donc, c'est le va-et-vient Tom, Culluli, Culluli, Tom. Et c'est là, dans la mesure où, je vous montre encore, voilà. Et c'est là, dans la mesure où, grâce au détachement de ses propres extrémités, elle peut, comment dirais-je, visualiser l'écart qualitatif entre les virtualités de l'alexis et les produits de l'assertion. Écart, en tout cas, qui coexiste, comme l'on a déjà dit, avec la conversion des uns dans les autres. Je simplifie les choses, peut-être trop, je m'en rends compte. Comme d'ailleurs, c'est déjà la came qui le simplifie, en ce sens qu'elle ne montre rien de détermination modale, temporale, grammaticale qui fonde un lexis en énoncé, et dans l'énoncé, une insertion. Mais au-delà de telles simplifications, et au-delà, en outre, de toute une série de détails, si je puis dire, topographiques, sinon topologiques, qui sont à expliciter, par exemple, comme je l'ai dit ici déjà, l'ordre positionnel de la came, et en particulier l'ordre en vertu duquel af pointé précède neg pointé, selon un critère qui se justifierait grâce au rôle de terme marqué de la négation, mais qui en fait se heurte à beaucoup de problèmes que Culluli, il faut le dire, connaissait très bien et qu'il avait étudié à fond. Eh bien, au-delà de tout cela, en soulignant si possible que l'un de ces problèmes, c'est qu'il y a marquage et marquage propre à la négation, et que parmi ces marquages, il y en a beaucoup dans les langues qui montrent comment la genèse de la négation ne se réduit pas, et lui le savait exactement, je répète, ne se réduit pas toujours ou tout simplement à l'application de marques négatives, bien évidemment, sur des affirmations préalables, qui, en tant que préalable, précéderait en ce sens les négations ainsi générées. Ce dernier cas, bien évidemment, est impossible, mais n'étant pas la règle exclusive de toute la langue, eh bien, cela dit, la conversion assertive et au sens large énonciative de virtualité de l'alexis est clairement mise à forme par la came, par les biais, comme je viens de le dire, d'un chemin projectif qui procède du plan de la dire, c'est-à-dire le plan de l'alexis, au plan du dit et du prise en charge, soit négatif ou affirmatif. Ou encore, si l'on veut, par le biais d'une manœuvre qui est alternative à la topologie du chemin et qui consiste dans une possibilité de mouvement, dans une dynamique, si l'on veut, qui Culluli, à vrai dire, n'a jamais autorisé, mais qu'il n'a jamais également interdit. C'est-à-dire la possibilité de mettre en état de vibration les extrémités de la came et de les mettre d'une manière telle qu'elles peuvent se toucher jusqu'à coïncider, donc la came qui devient un cycle ou un lacet, c'est-à-dire jusqu'au point que la spirale, la quasi-spirale de la came amoxée soit réabsorbée dans un cycle qui, grosso modo, est en mesure d'achever le même travail graphique que celui achevé par la projection. Cette dernière étant à son tour subjacente au cycle. Et c'est là, dans la mesure où, comme me l'a fait remarquer Jean-Pierre Declet
tout le long d'une communication personnelle, c'est la projection qui connecte en principe les extrémités de la came et qui, ce faisant, suggère de façon allusive, ce sont exactement les mots de Desclée, la possibilité de ramener la came à un cycle et donc de faire ce qu'il fait en précisant quand même que cette réduction, en fait, ne s'accomplisse jamais entièrement. Ou si de réduction de la came au cycle il y a, cette réduction ne peut qu'être tout à fait provisoire. C'est là car le mouvement vibratoire des extrémités en cause ne prévoit pas seulement la possibilité de les accrocher, mais aussi la possibilité complémentaire de les détacher. Et donc, en ce sens, de déclencher un double mouvement d'attraction et répulsion, ou avec un seul mot, une pulsation, qui visualise en alternance la conversion assertive des virtualités de l'alexis du côté de l'attraction et le quart qualitatif entre le plan de la dire et le plan du dit ou de prise en charge du côté de la répulsion. D'où l'intuition, si je le puis dire, d'une came comme étant d'une forme qui, loin d'être statique, est pulsante. La came pulse. Et qui, en tant que pulsante, mime aussi, je l'ajoute, ce que l'on pensait qu'elle s'est laissée échapper, à savoir le va-et-vient de la tige poussoire. Et le mime ce va-et-vient dans la mesure où, étant prise dans un double mouvement d'attraction et répulsion, les extrémités de la came évoquent clairement ce va-et-vient. Cela étant dit, et au-delà de tout ce que ce double mouvement est en mesure de saisir, c'est la réalité pulsante de la came qui compte et que l'on pourrait aisément transposer sur la came de Tom aussi. Combien de temps j'ai encore 10 minutes. 10 minutes de discussion. Ok, voilà. Rien n'en effet dans la mesure où la came de Tom aussi est en mesure d'être mise en pulsation. Et je dis seulement une chose avant de me diriger vers les conclusions à ce point, que dans la came de Tom, cette possibilité de pulsation est en mesure, comment dirais-je, de mimer à la fois une continuité et une discontinuité de fond. C'est-à-dire, dans la mesure où les extrémités de la came s'accrochent, la came visualise une continuité du fond qui permet de convertir le potentiel d'action du prédateur qui est devenu sa proie dans une action effective, celle du prédateur en action. Et de l'autre, par le décrochement de ces extrémités, un retour à l'état virtuel du prédateur qui est devenu sa proie. Je ne sais pas si sur ces points l'on s'entend. Bon, alors, je vais tout de suite, j'avais beaucoup de choses à dire, mais bien évidemment, non, mais... C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont la réunion à 18h oui, dans cette salle. Sinon, on aurait pu déborder de 20 minutes. Voilà. Mais aujourd'hui, comme c'est le premier mercredi du mois, voilà. on est un peu plus... Alors, je viens en conclusion. Excusez-moi, je prends... C'est dommage. Non, mais c'est pas grave, en tout cas... 10 minutes tous les ans. Oui, mais je vais dire la partie de conclusion. Et... alors, je viens en conclusion, et en venant aux conclusions, je peux ajouter que je n'ai pas de conclusion. Hein. Donc, en ce sens que, en revenant sur chacune des étapes de cet exposé, et en essayant, comme l'on dit d'habitude, de faire un bilan, je n'ai que des interrogations spécifiques, mais en tout cas, rien d'autre que des interrogations. Et c'est dans la mesure où tout ce que je dis à propos de la came n'était qu'un prétexte, je ne le cache pas, pour formuler ces interrogations et pour les soumettre à votre attention. C'est-à-dire, première question, que veut dire exactement que la came joue un rôle figuratif? Deuxième question, dans quel sens et dans quelle mesure, si rôle figuratif de la came il y a, ce rôle fait de la came un diagramme au sens du mot diagramme qu'il faudrait bien évidemment devenir, mais je dirais diagramme au sens de réalité expérimentale, c'est-à-dire de forme sur laquelle on peut intervenir
Par exemple, en ajoutant une ligne en projection orthogonale par rapport au premier type de visualisation. Donc, des questions auxquelles je n'ai pu que répondre en éprouvant de mettre au point ce que j'ai déjà dit, à savoir en soulignant d'un côté que la CAM joue un rôle figuratif à chaque fois qu'elle est employée pour visualiser à sa manière quelque chose sur laquelle on essaie de réfléchir et de rendre visible au sens de rendre pensable et compréhensible quelque chose que l'on n'aurait pas pu penser par la seule représentation verbale. Donc, rendre pensable et compréhensible par le biais de lignes, de points et si l'on veut aussi, de matérialité symbolique. Donc, la diagrammatisation comme va-et-vient continu entre le plan, si l'on veut, géométrique, topologique, de lignes et de points, et le plan symbolique de notation. Car en changeant la notation, change le rôle figuratif de la CAM, sa manière de rendre visible, de rendre compréhensible et pensable quelque chose. OK. Et le plan symbolique, des matérialités symboliques, donc un va-et-vient continu, selon, bien évidemment, toute une série de règles d'interprétation. Au-delà, je ne saurais quoi jeter, sauf observer qu'il y a du point de... Ah, excusez-moi. Et de l'autre, que ce rôle figuratif fait de la CAM un diagramme, puisqu'il n'est pas seulement figuratif. Et ne l'est pas en ce sens qu'au fur et à mesure que la CAM rend visible quelque chose, se modifie. Cette puissance mutagène étant propre à cette réalité, je dirais, expérimentale, que l'on appelle diagramme. Et je me souviens qu'il y a toute une série de réflexions de Peirce dans l'essai Apologie pour le pragmatisme, où Peirce, à un certain moment, dit le diagramme, c'est quelque chose sur lequel je peux intervenir, je peux faire des expérimentations en induisant, je les cite en anglais, unintended and unexpected changes. Donc, la réalité expérimentale du diagramme en ce sens. Et au-delà, je le répète, je ne saurais quoi ajouter, sauf observer qu'il y a réalité expérimentale et réalité expérimentale. Et c'est en ce sens que la puissance mutagène de la CAM, au milieu de ces pulsations, n'est pas la puissance beaucoup plus radicale d'autres types de gestuels, c'est-à-dire de modalités de mouvement que l'on peut appliquer à la CAM. Par exemple, dans un type de gestuel qui opère encore dans la CAM, mais qui est, pour ainsi dire, hors pulsation, ou si l'on veut, inscrite dans un type de praxéologie qui génère de formes n'ayant rien à voir avec la forme de départ. Cette forme étant la CAM pulsante, la CAM qui pulse. D'où une puissance mutagène plus radicale, en ce sens que l'on transite un type d'altération plus fort que les altérations par pulsation. Et je dis plus fort, car si les altérations par pulsation sont, comment dirais-je, de gestes autres qui modifient la CAM sans pour autant aller au-delà de la CAM, mais tout au plus en restant à son antérieur, et en ne faisant rien d'autre qu'induire une transition qui est la transition d'un type de CAM à l'autre. La CAM comme anneau non fermé, à la CAM pulsante, qui est une CAM dynamisée, la CAM qui peut se fermer et s'ouvrir, ouvrir et se fermer. Donc, en ce sens, une transition d'un type de CAM à l'autre. Les altérations hors pulsation sont par contre des gestes et autres qui vont bien au-delà de la CAM et qui vont bien au-delà en ce sens qu'ils modifient la CAM d'une manière telle que, loin de se produire un autre type de CAM et rien d'autre, se produisent en graphe de bifurcation que l'on avait vu déjà chez Tom, que chez lui était associé au lacet de prédation et donc à la CAM, le lacet étant en mesure de se détacher dans une spirale en potentiel, mais qui en soi n'a rien à voir avec la CAM. Et n'a rien à voir car tout en pouvant sortir de la CAM, de la pointe de la CAM, par le biais d'un gestuel qui travaille cette pointe et en fait l'origine des arêtes ou branches, je vous les montre, je suis vraiment en conclusion. Voilà. Et cette forme, précisément parce qu'elle est composée par deux branches sortant d'un point, rappelle le tracé d'une lettre de l'alphabet latin, c'est-à-dire le tracé de la lettre V, qui en tant que tel n'a rien à voir avec le tracé d'un anneau pulsant. Ce qui
est précisément le point de vue, sinon de Tom de Culluly. Et c'est de Culluly, au moins du premier Culluly, disons du Culluly de 1968, car à côté de cette différence de forme, qui est indéniable chez Culluly et chez Tom, il y a chez Culluly quelque chose qui amplifie la différence entre la came et la bifurcation. C'est quelque chose étant la difficulté de la part de Culluly à voir comment la pointe de la came en tant que représentant topologique du disciple pouvait bifurquer. Je vous dis une situation, excusez-moi, une citation de Culluly. Je ne les voyais pas comme ces sites, cette situation, ces points, dites-le comme vous voulez, ces postes d'observation, d'où à un moment donné, ça peut bifurquer dans un sens ou dans un autre. Pourquoi? Parce que je n'avais pas introduit une complexité supplémentaire. Vous avez d'un côté la came, c'est-à-dire que c'est ordonné, mais d'un autre côté, il faut ajouter la bifurcation. La bifurcation sur le plan métalinguistique, c'est mourir, pas mourir. Et ça, c'est très différent. Là, je renvoie à la lecture du livre de Gilles Châtelet, Les enjeux du mobile, paru bien après, où il y a toute une discussion extrêmement brillante sur ce genre de problèmes. Là, si l'on veut utiliser le mot de Noël Barthes, nous sommes sur le plan du non-su, du pas encore pensé. Culluly thématise cette difficulté à penser la filiation figurale, et je dis figurale, pas figuratif, donc au sens, si l'on veut, de lésion du terme, la filiation figurale de la came à la bifurcation, cette filiation figurale étant de l'ordre du non-su. Eh bien, je crois que réfléchir sur la réalité expérimentale de la came en tant que type particulier du diagramme et du diagramme en tant que réalité expérimentale au sens de Peirce par rapport à la thématique de l'ensu, c'est, comment dirais-je, un objectif de recherche en proximité duquel m'engager encore. Merci, excusez-moi. Écoutez bien. Merci beaucoup, Francesco. C'était vraiment très, très engageant, ton intervention. Moi, je laisse volontiers la parole à d'autres personnes plus compétentes que moi, mais une petite chose seulement. Quand j'ai vu la came de Culluly, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu une schématisation du débrayage et de l'embrayage chez Grimas et cette tradition-là, le débrayage comme affirmation, l'embrayage comme négation de la disjonction. Et je me suis dit, si ça reprend ça, ces problèmes du disciple et du dit, et puis évidemment le dit qui revient sur le disciple, etc., ne faudrait-il pas visualiser autrement? C'est-à-dire, est-ce que ça suffit, cette ligne pointillée, pour rendre compte, par exemple, de l'épaisseur, tout simplement, de la stratification? Donc, si ça peut être un diagramme qu'on peut déplacer et utiliser pour une autre tradition, cette épaisseur, cette stratification, comment peut-on... Oui. Tu as terminé? Oui. Ah, ouais. Oui. Alors, là, à mon avis, en tout cas, je te remercie pour cette question, Marc. Et je crois que la question de l'épaisseur, c'est fondamental pour toute une série de questions concernant le rapport entre le plan du dit et le plan du disciple et en relation à ce que je ne saurais autrement appeler que l'opérateur de reprise. Et alors, si tu veux, la came en tant que diagramme pulsant qui pulse, c'est un point de départ. Et c'est un point de départ dans la mesure où il va montrer qu'il y a, si tu veux, un va-et-vient entre le plan du disciple et le plan du dit, que le plan du disciple se constitue en fonction de reprise du déjà dit, mais qui est en mesure aussi de relancer. J'ai dit aussi une autre chose, que chez Culluly, l'alexis, c'est, comment dirais-je, la pointe d'un iceberg. Est-ce que je peux dire iceberg? Oui.
parce que le terme de l'Alexis renvoie à un niveau, que c'est un niveau du flottant, et c'est le niveau du notionnel. Quand je dis notionnel, ou quand je dis notion au sens de Culluli, j'entends, et je cite Culluli, deux faceaux de propriétés biophysico-culturelles, c'est-à-dire de propriétés qui relèvent des aspects de la vie et des aspects biologiques, culturels et physiques, qui sont flottants au sens qui sont du pré-asserté, du pré-lexicalisé, c'est-à-dire ce sont de vraies virtualités, ce sont des germes qui sont en attente d'être catégorisés et d'être mis en circulation dans la vie de l'énonciation. Donc, il y a deux aspects. L'épaisseur, et la question de l'épaisseur est étroitement liée à la question de la reprise, bien évidemment. Et s'il y a un problème, c'est donner, comment dirais-je, des critères d'identité suffisamment explicatifs par rapport à la notion de reprise. Qu'est-ce que ça veut dire, reprise, exactement? Et il y a bien évidemment plusieurs propositions théoriques à propos de la reprise. Et on peut entendre la reprise au sens, par exemple, de Robert Vion, qui a thématisé la reprise comme nouvelle présentation de quelque chose qui était déjà dit. Là où l'accent est posé sur nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle? Et nouvelle au sens de possibilité d'altération. Et il y a un exemple qui est un exemple d'une linguiste qui s'appelle Jacqueline Authier-Revuse, et dans son essai fondamental qui est ces mots qui ne vont pas de soi. Et l'un des exemples de Jacqueline Authier est un cas de figure du type de l'autoreprise. Il y a quelqu'un qui dit original non, mais tout à fait crucial. Alors, il y a autoreprise, il y a deux occurrences du mot original, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose du point de vue prosodique intonationnel. Ce n'est pas la même chose du point de vue référentiel, parce que là, on a un typique cas de modalisation autonymique, au sens de Jacqueline Authier-Revuse. C'est-à-dire que le premier original renvoie à une propriété, disons par exemple du bouquin dont on discute, c'est original ce bouquin. Le deuxième, c'est un méta-homonyme, c'est-à-dire il continue à renvoyer au bouquin, mais en effet spéculaire, il renvoie au premier original. Donc, il y a une valeur référentielle beaucoup plus hétérogène et plus complexe. Et en ce sens, il y a une reprise, parce qu'il change les valeurs référentielles, change la procédure, etc. Mais ça, c'est seulement une proposition. Et après, on pourrait dire, d'un point de vue, si l'on veut, plus philosophique, je me souviens de toute une série de remarques de Jacques Derrida dans Écriture, événements et contexte, là où Derrida n'emploie pas le mot de reprise, et il emploie le mot d'itération, mais il a, comment dire, il a soin de spécifier qu'itération ne veut pas dire répétition pure et simple, mais itération, altération dans la répétition et répétition dans l'altération. Or, à mon avis, mais je dis à mon avis bien évidemment, je crois que le point de départ pour thématiser la notion de reprise, c'est de bien expliquer cet entrelac entre répétition et altération, au sens de quelque chose qui s'altère au fur et à mesure qu'il se répète et vice-versa. Merci infiniment. Je passe la parole à Pierluigi, m'avait demandé la parole. Ensuite, parce que je fais comme ça, donc ensuite, je vois Dominique, ensuite Noël, ou il y a Jean Petitot. Alors, faisons ceci. Je n'ai pas vu si Jean a levé la main avant. Bon, je pense que Pierluigi, en tout cas, c'était là depuis longtemps. Donc, Pierluigi, ensuite, éventuellement Jean, et puis les deux personnes en salle, et puis il faut vraiment arrêter. Pierluigi. Oui, alors, je cherche, merci Francesco. J'ai beaucoup de questions, autrement je cherche un peu à faire une synthèse rapide.
Et bon, finalement, je peux te poser la question un peu comme ça, quel est comment dire, le fort heuristique un peu de ton parcours, de ta présentation, parce que finalement, si on traite l'Alexis comme une sorte d'invention non logique, est-ce que c'est déjà avec un plan de l'expression? Alors, c'est du dissible, mais dissible déjà formaté sur le plan linguistique. Alors, est-ce que c'est de la langue? Et c'est de la langue déjà préactualisée? Et donc, c'est déjà stratification, cristallisation de la parole, sédimentation, tu vois? Parce qu'autrement, les risques d'avoir une dimension néologique, et ensuite, tu dois expliquer les dispositifs de la CAM, et on ne voit pas comment on peut finalement opérer la sémiose à l'intérieur. On ne la voit pas. On ne la voit pas trop. Et l'autre question, tout le passage que tu as fait, une autre question heuristique, tu as fait tout un passage, disons, métaphorique, figural en tout cas, à travers la prédation, mais la notion finalement d'appropriation chez le Benveniste était déjà un peu là pour dire qu'il y a un travail d'appropriation, si tu veux, de la langue, du cible, au moins si tu le penses comme déjà synthétisé, et d'autre part, de se rendre propre à la langue et d'assumer un rôle à l'intérieur, et donc une subjectivité qui va se constituer de la langue. Donc il y a un travail bilatéral d'appropriation et de se rendre propre qui peut expliquer de manière peut-être moins métaphorique la relation. Troisième question, mais seulement pour contrôler un peu, pour discuter ensemble vraiment les avantages, on va dire, heuristiques, aussi la relation entre CAM et lacet, disons. Oui. Est-ce que quand il y a le contact entre les deux, qu'il y a une sorte, tu l'as bien dit, c'est quelque chose qui est ponctuel, qui n'est pas stable, sont des réalisations locales, est-ce que ce sont des formes, comme dirait Menguenon, d'aphorisation, c'est-à-dire des reprises presque telles quelles, d'un slogan, de choses comme ça? L'énonciation donc implique un travail de différenciation, des marquages. Alors, tu vois bien qu'il y a un problème aussi d'instance, parce que l'instance qui est à l'intérieur de la CAM, à l'intérieur, et l'instance qui est de l'ordre de l'Alexix, qui est au-delà, ne sont pas la même instance, ou en tout cas, c'est la même instance sur le plan actentiel. L'une est assujettie, on va dire, à l'attracteur dissible, si tu veux, langue, et l'autre est sous l'influence d'un attracteur discours. Et donc, il y a besoin de singulariser. Et tu as un travail donc typique d'appartenance à la langue et d'émancipation à travers la langue. Hein, de reconnaissance de la langue en tant que patrimoine social, institution sociale, et les discours comme capacité de se démarquer, de construire la singularisation du sujet. Alors, à partir un peu de... J'utilisais finalement des catégories un peu basiques à linguistique. Quel est l'avantage finalement de cette reconstruction, de cette modélisation? Pour comprendre. Non, mais ce sont trois questions que, et je ne dis pas ça comme ça, que je fais les miennes questions, c'est-à-dire, premier problème, le problème, si l'on veut, de potentialité heuristique de ce type, je ne sais pas si je puis dire modélisation, je dirais diagrammatisation. Et alors, j'ai dit que on peut avoir deux avantages par rapport à, si tu veux, est-ce que je peux dire tentative? Oui, le tentative de mettre en forme deux relations qui échappent à toute une série de dualités codifiées. Par exemple, la dualité, et je dis dualité, je ne dis pas dichotomie, la dualité langue-parole. Et en ce sens que l'Alexis, par rapport à ce va-et-vient, qui est le va-et-vient du plan du disciple et du dit, c'est quelque chose que Cuvier, dans la dernière partie de sa activité de recherche, appelle langue parolière.
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la fois du prince individuel de la langue et de la singularité, de la singularisation, l'activité parolière. Cela dit, et je réfléchis en toi, donc je m'excuse si je ne réussirai pas à répondre à tes questions comme je voudrais, mais je suis engagé dans ces moments, dans une activité de réflexion en toi. Je pense, de l'autre côté, à toute une série de remarques de Merleau-Ponty dans le cours, ses notes sur le cours sur la parole, où Merleau-Ponty dit « La parole n'est jamais seulement quelque chose d'individuel. » Parce que la parole, c'est déjà reprise de la langue. Donc, si tu veux, mais je réfléchis à toi. L'une des potentialités heuristiques, c'est de mettre en évidence la possibilité d'une langue parolière, c'est-à-dire d'un domaine au sein duquel tu as d'un côté toute une série de virtualités qui sont de l'ordre du prince individuel, et de l'autre, cette tendance à se singulariser. Là où la possibilité de singularisation n'est pas, comment dirais-je, en contradiction par rapport au trans individuel, mais il y a deux va-et-vient continu entre le trans individuel et la singularisation. Et en ce sens, la langue parolière. Ça, c'est la première réponse. Et là, tu avais posé deux autres questions. Oui, mais je pense qu'il faut le savoir. Non, mais si tu veux être un peu rapide, Francesco. Oui, mais je voulais... Je ne me souviens plus, et donc je voulais répondre, parce que finalement, bon, c'était la question aussi, je vais poser la question de l'infolisation, l'énonciation, s'il y a des points de contact avec justement une langue plus déjà collectivisée, partagée, cristallisée, et le moment dans lequel on fonctionne plutôt une forme de singularisation. Je ne sais pas, mais je sais que Dominique a travaillé sur alors, c'est seulement pour te dire que je ne sais pas répondre sur ces points, mais Dominique a travaillé sur l'aphorisation chez Dominique Languedon. C'est vrai? Oui. Oui. Non, je vais réfléchir. Okay. Merci. Laissons la parole à un Petitot qui nous suit en distanciel. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, alors, quand j'étais jeune, j'ai suivi très en détail, enfin, tous ces débats autour de Cuglioli et de Thom. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dessus. Chez Thom, c'est beaucoup plus qu'une image et un diagramme. Au départ, c'est véritablement un modèle mathématique au sens fort, et il est essentiel de souligner que derrière la surface fronce, il y a en fait des potentiels, des fonctions potentielles, des sortes de fonctions énergie dont on regarde les minima, c'est-à-dire qu'on a un principe de minimisation d'une fonction énergie. Et la surface fronce est la surface des minima et aussi des maxima de ces fonctions potentielles. Et elle se projette sur le CUSP, composé des deux paramètres qui font varier les potentiels. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est qu'on a la possibilité, en contournant, comme dit Thom, le centre organisateur, de changer de feuillet sur la fronce. Non. Et l'origine de ce modèle, c'est les transitions de phase en physique. Et les transitions de phase en physique, d'habitude, ce sont des discontinuités, enfin, au sens de catastrophe. Vous faites bouillir de l'eau et il y a du gaz, du liquide qui devient du gaz. Enfin, donc, on a une discontinuité. Le phénomène physique absolument remarquable, c'est qu'on est capable, sous des conditions très spéciales, de contourner le centre organisateur et de passer, par exemple, du liquide au gaz de façon absolument continue. Alors, ça, c'est un phénomène tout à fait surprenant et c'est de la physique, et de la physique fondamentale. Et c'est ça qui a servi de point de départ à Thom. Cette idée qu'il y avait vraiment là un phénomène absolument fondamental. Et alors, Thom s'est mis à utiliser ça
d'abord comme analogie, et puis après de plus en plus comme métaphore, et plus on va vers la métaphore, et plus le modèle devient un schème, et puis un diagramme, et puis une simple image. Alors il a commencé par dire les minima, on peut considérer que c'est des lieux investis par des actants. Donc les minima viennent des actants, et à ce moment-là, on a la fronce qui exprime les rapports dialectiques entre deux actants. Et ce qui est fondamental, ça j'ai beaucoup utilisé ça dans les modèles grémaciens, ce qui est fondamental, c'est que ça viole le principe d'identité, puisque quand tu contournes le centre organisateur, tu as l'actant qui se transforme en son contraire, en l'anti-actant, le sujet qui devient l'anti-sujet. Donc, il y a un phénomène du genre mimésis de Girard, tu vois, le sujet qui se confond avec l'anti-sujet, qui devient tout à fait explicable. Alors là, c'est un schème, enfin, c'est encore quasiment un modèle. Et puis après, il lui a donné un investissement éthologique que tu as très bien rappelé, avec 3 prédateurs, où là, il spécialise les actants, disons, en disant c'est 3 prédateurs. Là, ça devient de l'éthologie, ça devient de la biologie, ça devient du psychisme. Et alors là, on est purement dans une image. Tu vois. Alors, je crois que pour ta réflexion, ce qui peut être très intéressant, c'est de voir comment on peut passer d'un modèle quantitatif, exact, en thermodynamique, à un modèle logico-dynamique avec les actants, qui reste encore quelque chose comme de l'ordre d'un modèle. Et puis, au niveau de l'éthologie, là, ça commence à devenir vraiment une image. Hein, parce qu'il est évident que ça ne peut pas être le modèle des véritables rapports biologiques entre proie et prédateur. C'est trop simple, c'est beaucoup trop une image, justement. Donc, cette transition comme ça, suivant les différentes applications, c'est très, très intéressant. Derrière, c'est la théorie de l'analogie. Enfin, c'est un peu les schèmes en linguistique cognitive. Enfin, tu vois, c'est... Donc, je vous remercie vivement pour votre remarque et j'essaierai de travailler sur cet aspect. Et bon, merci, hein. Encore merci. Merci à vous. Dominique. Oui, tu as fait pulser la carte de Pugoli. Chez lui, bien sûr, ça ne pulse pas, hein, pour la resituer dans un système de représentation métalinguistique. C'est un chemin entièrement abstrait. Et abstrait au dispositif mécanique lui-même, même s'il s'en inspire. La carte, c'est un réseau de valeurs avec une mise en relation, mais un chemin ordonné. Ordonné, non pas orienté. Hein. Ordonné, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les opérations. Et ce schéma, donc cette structure en câble, est susceptible de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes linguistiques. C'est le côté empirique, bien sûr, qu'intéresse Pugoli, et il dit que c'est fondamental au vu de l'activité du langage. Alors, tu as induit après un peu peut-être en erreur en prenant l'exemple uniquement de l'exis et de l'opération donc assertion, mais on peut l'appliquer à d'autres phénomènes, hein, les pronoms personnels, par exemple l'opération de détermination, si on part de la notion. Donc, alors, il faut prendre une notion qui est discrétisable. Vous allez faire un certain nombre d'opérations sur la notion. Par exemple, on va commencer par l'opération d'extraction, l'opération de détermination. Je veux dire, donne-moi 1 stylo. J'extrais un cas de... alors il appelle ça plutôt un agrégat qu'une classe, parce que ce sont des objets donc discrets mais qui sont vraiment différents. Donc à partir de cette première opération, on peut faire une deuxième opération qui s'appelle l'opération de fléchage. Je peux dire donne-moi le stylo. Pour dire donne-moi le stylo, j'ai préconstruit l'existence d'un stylo. C'est-à-dire donne-moi le stylo. Et si la personne me dit mais oui, mais quel stylo? Je peux ajouter après, mais ce stylo. Donc là, j'ajoute une autre opération. En fait, c'est ce stylo et pas un autre. Donc il y a une opération de suppression en fait, de tout autre stylo que celui que je montre, par exemple, avec l'index. Je peux continuer ainsi, après, pour aboutir, par exemple, à une autre opération de détermination. Si je dis, par exemple, ça, c'est le stylo. Ça, c'est un stylo, mais c'est le stylo. C'est ce stylo. Avec une valeur extrême. Parce que là, j'ai en effet un parcours et chaque opération donc, a un ordre donné. Je ne peux pas changer d'ordre. Bien sûr, dans l'opération d'insertion, pourquoi l'affirmation précède la négation? Alors, il donne un argument en disant dans pratiquement toutes les langues, on dit toujours
Alors, tu veux, oui ou non? On ne dit pas, tu veux, non, non, oui. Bien sûr, on peut dire tu veux, non, oui, avec des pauses, etc. C'est toujours oui ou non. Pour toute opération de délégation a déjà préconstruit une opération d'affirmation, donc une assertion positive à partir de la lexique. La lexique, c'est plutôt la proposition, en fait. Hein, c'est le moi. Alors, l'exemple, pour faire comprendre le moi faire mourir, parce que c'est pas sur le texte de Freud. Hein, sur exactement. L'homora. C'est l'homora. Il y a aussi, tu as précisé que dans moi, c'est moi par rapport à moi, c'est mourir par rapport à mourir, et c'est faire par rapport à non faire. Il y a toujours le complémentaire, etc. Et à partir de là, ça va générer en effet des énoncés. Oui. C'est un construit théorique, oui, oui. Mais il y a certaines langues qui se rapprochent en fait de la schématisation qu'on peut faire de cette existe plus facilement que quelques français. Oui. Non, on avait beaucoup parlé de cet aspect ensemble, je suis d'accord, mais je continue à penser qu'il y a un problème, c'est-à-dire par rapport à la diversité de langues naturelles et par rapport à toute une série de langues au sein desquelles la négation n'est pas exactement la préconstruction d'une assertion affirmative, chose que Culloli connaissait très bien. Hein? Par exemple, on a deux langues, le Hmong, qui est une langue que l'on parle en Australie. J'ai un lexique que c'est je paie, Marig, que c'est le marqueur négatif, mais je ne transite pas de Juba à Marig Juba. Je dois intervenir sur les tissus formels de l'assertion affirmative, je paie. Je dois la dépaqueter, je dois faire, comment dirais-je, un démodélage de ces tissus formels. Je dois intervenir sur toute une série de modalités, par exemple le modus irrealis, et en ajoutant donc toute une série de matériaux linguistiques qui impliquent, comme dirait Culloli, une phase en état de suspension, de désassertion. Et alors, là, tu ne remontes pas directement à l'affirmation, mais à l'alexis, qui est du préasserté. Et là, je continue à avoir un problème dans l'ordre positionnel de la CAM. C'est vrai, et je suis d'accord avec toi, la question positif-négatif, mais le positif n'est pas l'affirmatif. Il faut partir. Absolument. 17h15. Je ne sais pas. Oui, oui. Merci beaucoup. On va discuter Désolé, mais malheureusement, ils doivent transformer la salle. Mille merci à tout le monde. On se verra, qui sait, peut-être l'année prochaine. Merci à toutes les personnes qui ont été avec nous. Merci pour vos questions, pour votre présence. À bientôt.